Bonjour Malka Markovic. Bonjour. Alors vous êtes donc historienne, féministe, militante aussi de la laïcité et des droits humains. Vous avez notamment participé aussi à la rédaction du livre noir de la condition des femmes. Et puis au début de cette année 2018, donc 50 ans après, vous avez publié chez Albin Michel l'autre héritage de 68, La face cachée de la révolution sexuelle. Alors ce livre, c'est le résultat, je crois, de dizaines d'entretiens avec des anonymes qui sont nés entre 42 et 71, j'ai vu. C'est cela. Je rassure tout de suite ceux qui nous regardent, c'est pas un livre d'anciens combattants, c'est un livre qui dit énormément de choses sur la sexualité d'aujourd'hui. Oui, en fait, j'ai souhaité commencer avec ce qui s'est passé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Parce que, quand même, ceux qui ont fait 68, les vétérans de mai 68, sont quand même des gens qui sont nés pendant la période du baby-boom et qui sont, voilà, qui ont fait partie de ces 12 millions de bébés que le général de Gaulle avait appelé de ses voeux au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et le féminisme n'est pas né en 68. Et le féminisme n'est pas né en 68, je pourrais même dire qu'il est né même à la Révolution française avec Olympe de Gouges ou bien avant. Donc effectivement, je me suis posé la question, faisant partie non pas de la génération des baby-boomers, mais de la génération de ceux qui avaient environ 10 ans en 68, donc qui ont vu ça avec des yeux d'enfant, qui ont été tout à fait imprégnés de cette atmosphère et qui ont vu certaines dérives qui ont pu avoir lieu pendant les années 70 au nom de ces slogans qui étaient revendiqués à juste titre parce qu'on venait d'une société très archaïque et très avec des rôles extrêmement traditionnels, mais avec aussi finalement des rôles traditionnels qui n'ont pas véritablement été remis en question. On va revenir sur ces dérives, mais tout de même, mai 68, objectivement, et les années qui ont suivi, ça a quand même été une vraie révolution dans le domaine de la sexualité. On peut dire qu'il y a eu un avant et un après mai 68. C'est pas que négatif. Il y a eu un avant et un après mai 68, mais je dirais qu'il y a eu aussi un avant de la part des féministes qui se sont battues pour... après avoir eu le droit de vote, pour avoir le droit de posséder un compte bancaire ou le droit à la contraception. Vous dites dans les années 50 et 60, c'était pas, comment dirais-je, évident d'être une femme en France. Hein. C'était pas du tout évident. On était quand même encore citoyenne de seconde catégorie, puisqu'il fallait demander l'autorisation de son mari pour travailler, pour avoir un compte bancaire, et que finalement, la pilule n'a été légalisée qu'en 67, avec des décrets d'application qui sont rentrés en vigueur qu'en 72. Et donc, il y a eu toute une bagarre, une bataille pour avoir le droit de maîtriser la contraception, puis effectivement le droit à l'avortement. La sexualité féminine, l'avortement, c'est ce que vous expliquez, l'esclavage du deuxième sexe, ou la peur au ventre aussi, ce sont des Bien sûr, donc c'est pour ça que je souhaitais interviewer des personnes qui étaient nées, voilà, j'appelle ça un peu les années bascules, parce qu'on est dans des années qui basculent de l'une à l'autre, enfin de période, et de voir un peu comment des femmes qui étaient nées en 41 ou en 49, puis plus tard, avaient vécu justement le début de l'adolescence et de leur corps. Quelle est la face cachée ou les dérives de la révolution sexuelle ? Je dirais plutôt, je parle de l'héritage, hein, je dirais que en réalité, ce qui s'est mis en place dans les années 70, c'est le capitalisme pornographique. C'est le capitalisme de l'industrie du sexe au nom de la liberté. Ce n'est pas qu'il n'existait pas avant des rapports de violence, des rapports de domination, mais au nom de la liberté, cela a pu se banaliser et également finalement devenir une injonction normative pour un certain nombre de jeunes. Vous dites que c'est l'acte de naissance d'une industrie pornographique capitaliste avec tous les stéréotypes masculins. Oui, absolument, tous les stéréotypes masculins, la domination, une vision non égalitaire, et puis il faut quand même se souvenir que pendant les années 70, les femmes du MLF, on les qualifiait de mal baisées, d'hystériques, de lesbiennes. Finalement, c'est
un petit peu des images que l'on connaît depuis la Révolution française, depuis que les femmes ont demandé à pouvoir parler à la tribune comme Madame de Gouges. On pourrait dire que d'un point de vue de la sexualité, mai 68, c'est la victoire de la sexualité masculine. C'est-à-dire que jouir sans entrave, c'est fait pour les hommes. Voilà, ce n'est pas le droit au désir bilatéral, c'est l'injonction de la jouissance à tout prix. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que tous les hommes l'aient vécu de manière très heureuse. J'en parle aussi dans mon livre, c'est-à-dire cette injonction de la sexualité à tout prix. Et puis surtout cette idée de on tue la famille, on tue les rapports entre adultes et enfants, on fait sauter les cadres, entre professeurs et élèves. Et donc ça va être une période à la fin des années 70 où finalement on va faire au nom de la liberté, l'apologie de la pédocriminalité. Ouais. Vous n'êtes pas une nostalgique du puritanisme et du retour à la morale? Certainement pas, certainement pas. Je suis au contraire pour que cette parole qui s'est libérée en 68, je crois que véritablement il y a eu un moment de révolte réelle et importante, mais qui s'est arrêtée net parce que finalement je pense majoritairement les hommes, à l'époque, n'étaient pas mûrs pour remettre en question un certain nombre de comportements. Et on le voit bien aujourd'hui avec toutes ces chapes de silence qui explosent depuis l'affaire Weinstein. On va en reparler dans un instant. Quelle serait votre définition du féminisme ? Écoutez, je peux donner la définition de ce que je suis. Oui. Moi, je suis une féministe universaliste, c'est-à-dire que je ne crois pas aux pratiques traditionnelles qui auraient qui seraient à prévaloir sur des rapports égalitaires. Je ne pense pas qu'aucune femme n'est faite pour être dominée, quelles que soient les cultures. Le maître mot, c'est l'égalité. C'est l'égalité. Ouais. C'est l'égalité et c'est également la dignité, une dignité non pas comme on a entendu très souvent dans le passé que les femmes devaient rester dignes, bien sages, se taire, etc. Mais la dignité au sens de la dignité humaine. Et par exemple, un autre slogan qu'on a beaucoup entendu en mai 68, c'est le slogan féministe, « Mon corps m'appartient ». C'était une illusion, d'après vous? Ce n'était pas une illusion dans le cadre de la lutte pour le droit à l'avortement. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai le droit de décider de déconnecter la procréation de ma sexualité. Mais il y a un texte magnifique d'une femme qui a écrit un texte en 1975 qui s'appelle Annie Mignard, qui se pose des questions sur l'idée de « mon corps m'appartient » en disant « on n'a pas son corps, on est son corps. » Et on ne peut pas, comme ça, tout d'un coup, déconnecter et avoir une espèce de vision de propriétaire. Et c'est comme ça qu'est rentrée d'ailleurs l'industrie capitaliste de l'industrie du sexe, en disant, bah voilà, puisqu'un corps peut être un objet, une chose, et bien finalement on va dire que l'on peut le vendre, organiser la vente de manière industrielle. Qu'est-ce que vous pensez, vous venez d'évoquer l'affaire Weinstein, qu'est-ce que vous pensez de cette déferlante de Balance ton port, MeToo, cette libération de la parole des femmes? J'imagine que vous êtes favorable. Mais je trouve ça tout à fait extraordinaire. Je pense que là c'est un héritage extrêmement positif de ces silences qui a pesé. Ce silence qui a pesé pour différentes raisons. Il y a la question évidemment de la prescription et puis aussi le fait que dans un climat, je dirais presque dans cette espèce de viol mental qu'il a pu y avoir autour de puisque c'est la liberté, eh bien ces questions du consentement dont a formidablement parlé aussi la philosophe Geneviève Fraisse, eh bien finalement aujourd'hui il y a une vraie réflexion sur ce que ça veut dire d'avoir des relations sexuelles sans désir, sans qui était finalement une certaine norme. C'est central dans votre livre, cette question justement de quand on parle sexualité, c'est la question du consentement, du désir et du respect de l'autre. Voilà, du désir bilatéral. Ouais. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une sexualité égalitaire à partir du moment où il n'y a que la pulsion d'une seule personne dans une relation à deux.
Pour revenir aux suites de l'affaire Weinstein, vous n'avez pas signé, j'imagine, la tribune de ce collectif de 100 femmes qui était publié en janvier dernier dans Le Monde. Il y avait Catherine Deneuve et Catherine Millet aussi, qui, entre autres, qui considèrent, elles le disent, le viol comme un crime, mais qui défendent, je cite, la galanterie, la drague et même, c'est la phrase qui avait fait le plus de bruit, la liberté d'offenser et d'importuner. Comment est-ce que vous avez reçu cette tribune? Elles sont totalement dans la filiation, effectivement, d'une peut-être une forme de survie aussi, parce que peut-être aussi elles ont été témoins d'abus et de choses, et ce serait remettre en question tout ce qu'elles ont vécu. Donc le droit d'importuner, je trouve ça assez ridicule. Que le crime soit un viol, que le viol soit un crime, formidable qu'elles le disent, surtout qu'en ce moment on voit qu'on est en train de tenter au niveau du gouvernement français de transformer certains types de viols en délits, puisqu'on parle d'agression sexuelle sur mineur avec pénétration qui ne serait... Et plus de crimes. Et plus de crimes. Donc c'est bien qu'elles le disent. J'espère qu'elles continueront à le dire. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a eu comme ça... on nous a parlé de chasse aux sorcières, on nous a parlé de délation. Enfin, franchement, je ne vois pas tellement qu'on remettait en cause la présomption d'innocence. Quand on voit tous les témoignages, tels le témoignage de Flavie Flament ou d'autres personnes... C'est pas les témoignages qui manquent. C'est pas les témoignages qui manquent. Et je trouve que justement ces témoignages sont à 99,9% avec une extraordinaire dignité. Merci Malka Markovic. L'autre héritage de 68, la face cachée de la révolution sexuelle aux éditions Albin Michel. Et je signale aussi un prolongement de ces questions sur la face cachée de la révolution sexuelle sur notre page terrienne, donc sur notre site de TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci.